Le narcotrafic, on en entend parler partout en ce moment. Mais, et si ce n'était que la partie visible d'un problème beaucoup, beaucoup plus profond? C'est la thèse que défend Mathieu Bock-Côté. Aujourd'hui, on plonge dans son analyse pour comprendre le lien qu'il fait entre le trafic de drogue et ce qu'il appelle un effondrement psychique. Alors, voilà comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va regarder au-delà du narcotrafic. Puis, on va explorer cette idée d'effondrement psychique, les addictions de l'esprit, le corps comme refuge et ce concept de monde déverticalisé. Et enfin, on verra comment il conclut tout ça avec la nécessité de reconstruire les fondations de notre société. Tout part de cette question qui est vraiment centrale. Le trafic de drogue, est-ce que c'est juste un crime ou un problème de santé publique? L'auteur, lui, nous dit que non, c'est bien plus que ça. Et sa réponse est assez radicale. Et pour bien saisir le cœur de sa pensée, voilà la phrase clé. Je cite: La consommation de drogue est le signe d'un désenchantement du monde et d'un vide intérieur temporairement comblé par les promesses d'une euphorie chimiquement entretenue. C'est une affirmation très forte, et c'est elle qui va poser tout le cadre de sa réflexion. Allez, on commence. Première section, au-delà du narcotrafic. L'idée ici, c'est de nous faire changer de perspective. Plutôt que de se focaliser uniquement sur l'offre de drogue, l'auteur nous dit: et si on regardait la demande? Pourquoi les gens en veulent-ils autant? Pour lui, le point essentiel, c'est d'éviter ce qu'il appelle la vision technocrate, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait simplement régler le problème avec la légalisation ou des salles de shoot. Selon son analyse, ça c'est s'attaquer aux symptômes sans jamais se poser la vraie question. Mais pourquoi est-ce qu'une telle consommation de masse existe au départ? Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur de sa pensée. Section 2. Un effondrement psychique. C'est le concept pivot, celui qui va permettre de relier tous les autres points entre eux. Pour comprendre de quoi on parle, il faut d'abord définir ce concept, le désenchantement du monde. L'auteur le décrit comme un état où nos liens vitaux, qu'ils soient traditionnels ou spirituels, ont été coupés. Et le résultat de ça, un sentiment de vide intérieur et de solitude dans la foule. C'est vraiment le diagnostic de fond qu'il pose sur notre époque. Mais alors, d'où ça vient ce désenchantement? D'après l'analyse de l'auteur, c'est tout le paradoxe de la modernité. En voulant à tout prix émanciper l'individu, elle l'aurait en fait condamné à une nouvelle forme de déconnexion. C'est un peu l'effet secondaire inattendu de cette grande quête de liberté individuelle. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment cet effondrement se manifesterait dans nos vies. Troisième section, les addictions de l'esprit. L'auteur identifie plusieurs dépendances qui ne sont pas forcément liées à des produits chimiques. Le premier symptôme qu'il pointe, c'est la dépendance au numérique, cette quête un peu désespérée de connexion sur nos écrans qui, paradoxalement, détruirait notre capacité à nous concentrer et, au final, nous isolerait encore plus. Et l'auteur pousse l'analyse encore plus loin. Il affirme que cette dépendance mène à une sorte de zombification, un état où des contenus parfois très sombres peuvent s'emparer de notre imaginaire. Le mot est fort, c'est vrai, mais il cherche justement à marquer les esprits sur la transformation intérieure qu'il observe. Il identifie ensuite une autre addiction de l'esprit, la dépendance à la pornographie. Il précise bien qu'il ne parle pas d'érotisme, mais de ce qu'il qualifie de désordre des pulsions, fondé sur un culte de la cruauté et de la violence extrême qui, selon lui, déformerait profondément la nature même du désir. Et ce phénomène aurait des conséquences assez contradictoires. D'un côté, ça normaliserait les comportements les plus atroces dans l'univers numérique. Mais de l'autre, dans le monde réel, ça créerait une sorte de nouveau puritanisme. Et ça complexifierait énormément les relations entre les hommes et les femmes. Une vraie tension sociétale en somme. Après l'esprit, on passe au corps. Section 4. Le corps comme refuge. Comment est-ce que cette crise intérieure se manifesterait physiquement d'après l'auteur? Alors là, attention, on aborde un argument qui est sans doute le plus provocateur de son analyse. Il soutient que cette société morbide promeut ce qu'il appelle un culte de la laideur. Et il cite comme exemple ce qu'il perçoit comme une valorisation de l'obésité morbide. Dans son interprétation, il ne s'agit pas du tout d'une question de diversité, mais bien d'une forme de renoncement. Et cette citation, elle résume absolument tout. Le relâchement des corps est le signe du relâchement des âmes, d'une forme de capitulation devant le monde. Il y aurait donc, dans sa vision des choses, un lien direct entre l'état physique et l'état, disons, spirituel de la société. Et dans la même logique, il s'intéresse à la généralisation du tatouage. Son analyse: dans un monde où tout le grand repère collectif s'efface, le corps devient le dernier refuge, la seule chose qui nous appartient vraiment. Le tatouage serait alors une tentative de graver un semblant de permanence sur sa propre peau, une pratique qu'il va jusqu'à qualifier de scarification. Bon,
Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces de ce grand puzzle. Section 5. Le monde déverticalisé, c'est la théorie qui, selon l'auteur, permet d'unifier et d'expliquer tous ces symptômes qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce monde déverticalisé? Dans sa perspective, c'est un monde où l'humanité aurait non seulement chassé Dieu, mais aurait aussi essayé de prendre sa place. Et en faisant ça, elle aurait complètement oublié sa propre finitude, ses propres limites et sa nature profonde d'être social, religieux et politique. Et là, on voit comment tout se connecte. La consommation de drogue, la fixation sur le numérique, la normalisation de l'obésité et même la régulation de nos émotions par les médicaments, tout ça ne serait pas des problèmes isolés. Pour l'auteur, ce sont les multiples visages d'un seul et même mal, cet effondrement psychique généralisé. On arrive donc à la conclusion de son raisonnement. La grande question, c'est comment on s'en sort? Quelle est la solution d'après l'auteur? Eh bien, la solution qu'il propose, ce n'est pas du tout une petite mesure politique. La voici. On ne luttera vraiment contre le narcotrafic qu'en reconstruisant les assises d'une cité, ne se trompant pas d'anthropologie. Ce que ça veut dire, en clair, c'est que pour lui, le problème n'est pas technique, il est philosophique, il est civilisationnel. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse posée par cette analyse. Si on suit ce diagnostic et que les symptômes de cet effondrement sont effectivement partout autour de nous, alors, par où est-ce qu'on commence, ce lent, cet immense travail de reconstruction? C'est le défi qu'il pose à notre société.